Bonjour. Moi, j'ai un parcours relativement, je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas, j'ai pris pas mal de chemins de traverse. J'ai commencé comme comédienne dès l'âge de 20 ans. T'es là pour calmer les nerfs de qui? Des flics? C'est eux qui t'ont fait venir, hein? Tu leur as pas dit qu'on se parlait plus, toi et moi, hein? Écoute, tu ne cries pas, je t'en prie, tu ne cries pas, hein? Avec des cinéastes français et pas mal de cinéastes étrangers également. Puis j'ai fait un peu de théâtre et j'ai eu ensuite un moment beaucoup plus calme où ma vie personnelle a repris le dessus sur ma vie professionnelle et je suis repartie par la réalisation. J'ai réalisé d'abord, j'ai fait 2 spectacles, un spectacle au théâtre, un court-métrage, un spectacle au théâtre, un deuxième court-métrage. J'ai fait un long-métrage documentaire, un long-métrage de fiction. Et là, je suis ici pour présenter mon second long-métrage documentaire. Et j'ai monté ma boîte de production à partir de mon deuxième court-métrage et j'ai participé avec ma boîte de production à des coproductions. J'ai initié très peu de productions à part mes films. Donc voilà. À la demande d'un copain, j'ai écrit avec lui un scénario qui a jamais vu le jour. Mais tout d'un coup, de passer à l'écriture m'a donné envie d'écrire quelque chose de personnel et j'ai écrit un court-métrage. Et c'était un court-métrage qui se passait le temps d'une nuit. Donc on a tourné pendant 5 jours à Tours. Et j'ai un souvenir c'était comme si je me réveillais. J'étais tellement à ma place, j'étais tellement là où je devais être que fallait que je continue, j'ai continué. Je travaille beaucoup moins comme comédienne, donc on me propose moins de rôles et je trouve que quand on a moins de rôles, en fait, il faut choisir 2 fois plus. Ça peut être un mot dans le scénario, ça peut être une phrase que vous donnera le metteur en scène. Je me souviendrai toujours la première pièce que j'ai montée qui s'appelait Cher Maître. J'avais Marie-France Pizier et Thierry Fortineau comme comédiens et Marie-France Pizier m'a dit des mois plus tard que je l'avais convaincue d'accepter le rôle. Elle devait interpréter George Sand, c'était une correspondance entre Flaubert et George Sand et je lui ai dit que George Sand, la façon dont elle s'adressait à Flaubert, pour moi, j'aurais aimé avoir une copine qui me parlait comme ça. Je me sentais proche d'elle comme une pote qui sait vous parler. Elle s'attendait pas à ce que je parle de George Sand dans ces termes et c'est cette phrase-là que j'ai dite au milieu d'autres qui était probablement pas celle que je pensais être la plus inspirée. On ne sait jamais ce qui, tout d'un coup, dans un projet peut vous séduire. En tant que productrice, j'aime coproduire des voix singulières et c'est souvent des projets qui sont plus fragiles par rapport au marché. Je suis assez fière de participer à un financement qui, sans l'apport de Pio, aurait vraiment du mal à voir le jour. Le meilleur. J'ai pas un souvenir, j'ai des souvenirs qui seraient comme un kaléidoscope de regard. C'est-à-dire le moment où on dit couper et on se tourne et on regarde le metteur en scène pour savoir si on va la refaire, s'il est heureux, s'il est satisfait. Et il y a certains regards, plus que d'autres, qui vous portent. J'ai eu ça, j'ai des souvenirs de Kieslowski dans une scène où je tournais avec lui, où j'avais l'impression que, sans me parler, pendant la prise, il bougeait comme ça, et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des fils invisibles, que je me retrouvais à moi-même bouger sans comprendre pourquoi j'avais envie de faire comme s'il m'inspirait par son regard. Quand j'ai tourné avec Robert Altman, un film qui s'appelle Beyond Therapy, j'avais un rôle qui était que de l'improvisation, et j'ai des souvenirs d'oser partir dans des éclats de colère, de trucs. C'est vraiment lui qui impulsait cette liberté de faire. Could you stop speaking about your problems? What are you talking about? Could you constantly speak about your problems? I mean, it's a therapy. We're here to solve our problems, and you always speak about your problems. I also have problems. I'm trying to solve them. I've got my heart broken, and I find a way. Depuis que je suis môme en France, depuis que je suis môme, je suis venue aux États-Unis, depuis que je suis môme, je prends des places. Do not speak like that. I don't understand what you're saying. Moi, j'ai jamais écrit seule. J'aime beaucoup le partage des idées parce que ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à clarifier. Qu'est-ce que j'ai écrit seule? Si, j'ai écrit seule mon premier court-métrage, mais le reste, j'ai toujours coécrit. Un documentaire, c'est différent parce que on le fait seul, c'est vrai, mais on le fait beaucoup au montage. Aussi bien dans Nostos. Nostos, j'avais vaguement écrit un scénario qui a été explosé par le réel. Marie-Lou, j'avais vraiment rien écrit du tout. Quand on est arrivé au montage avec Barbara Bascou, ma monteuse, on a créé une structure et dans cette structure, comme je connaissais très bien les images, j'ai commencé à remplir la structure de passages qui semblaient faire sens.
C'est de l'écriture cinématographique, mais pas de l'écriture scénaristique. Le montage de la fiction est quelque chose de plus simple parce que tu suis quand même le scénario que tu as tourné. Tandis que un montage de documentaire, tu as beau savoir ce que tu racontes, tu fais avec ce que tu as dans ton panier. Donc, en ce qui concerne l'écriture scénaristique de fiction, je trouve ça formidable. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un moment passionnant d'échange où tout d'un coup, on fouille des pistes qu'on n'aurait pas obligatoirement trouvées seul et savoir choisir des gens avec qui on peut discuter longtemps, profondément, être en confiance et se botter le cul pour aller plus loin. On fait des compromis en permanence quand on fait des films parce que on a écrit une scène, il faisait beau et il y a des nuages et on va la tourner quand même. Ça c'est déjà un compromis. Après, il y a des compromis plus brutaux où on prend le scénario et on arrache des pages parce qu'on n'a juste pas le temps, pas l'argent pour le faire. Mais il m'est souvent arrivé que dans la contrainte, donc c'est pas le compromis, mais la contrainte de certaines situations de production, souvent on trouve des solutions qui, dans certains cas, sont meilleures que ce qu'on avait écrit quand on était en toute liberté. Je veux pas dire par là qu'il faut que de la contrainte, parce que j'ai des souvenirs, par exemple sur un tournage, d'avoir des contraintes de temps, où tout d'un coup un assistant tourne comme une mouche autour de vous à vous dire on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Ça, c'est infernal. Il y a des moments où il faut savoir accepter les contraintes, et il y a des moments où il faut savoir dire stop, là tu mets en péril quelque chose qui est trop important. Donc c'est des équilibres difficiles. Et puis parfois dans le feu de l'action, on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter parce qu'il y a trop de pression, on est trop poussé. Et quand ça nous arrive, on le regrette toujours. Et le problème d'un film, c'est qu'il est là pour toujours, justement. Donc on peut être harcelé par des scènes à se dire oh, j'aurais jamais dû ça. Mais j'ai ça aussi comme actrice. Hein. Moi, j'ai encore des souvenirs de certaines scènes tournées où je me dis mais pourquoi j'ai pas insisté pour avoir une prise de plus? Je sais qu'on aurait pu faire mieux. Là, ce qu'on a est pas assez. Et le pire, c'est qu'ils ont dit non, non, tout va bien, tout va bien. Donc, eux se satisfont de quelque chose dont intimement vous savez que non, tout va pas bien, on pourrait faire mieux. Disons que les moments qu'on a laissés passer, ils ne vous laissent pas en paix. Les moments qu'on a réussi, on les accepte, on est heureux, ils sont là. Et puis, c'est pas qu'on les oublie, mais ils sont là. On a envie de dire, bah, c'est normal, bien sûr, j'ai réussi. Tandis que les moments qu'on a foirés, ils restent comme une espèce de des petits pics. Il faut pas y penser, mais parfois ils s'imposent. Je sais pas si mon écriture a une forme de musicalité, mais j'ai un rapport très clair et net à la musique. Je déteste les films comme les soupes à la musique. Les films où la musique vous impose une émotion toutes les 2 secondes, ça m'exaspère. Netflix en est un exemple parfait où tout, c'est une espèce de sauce béchamel qui recouvre tout. Ça me rend dingue. Mais j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup quand elle accompagne avec justesse. Et c'est un travail que j'adore. Parce que tout d'un coup, bien sûr, on travaille avec de la musique en amont. Moi, j'écoute des choses pendant que j'écris, mais je n'ai jamais utilisé uniquement des morceaux existants. J'aime bien le fait que la musique soit composée pour l'image. C'est très émouvant. Il y a un petit moment, en fait, c'est un peu double, parce que souvent, pour monter, on utilise des musiques qu'on enlève ensuite pour mettre la musique. Donc, il y a un petit moment de déstabilisation, parce que tout d'un coup, c'est une autre musique. En fait, ce qui est merveilleux, c'est la façon dont l'image accepte ou rejette la musique. Et il y a des morceaux qu'on essaye, et puis tout d'un coup, on pensait que ça marchait, mais et puis on les déplace un peu, clac. C'est comme des Lego, tac, tout d'un coup, ça le fait. Ou comme 2 aimants. Hop, ça marche ou ça marche pas. Et puis parfois, il faut prendre un morceau qu'on pensait pour tel passage et on le met ailleurs et là, ça prend du sens. Le film, à un moment, il a une autonomie. Il a une autonomie. Quand on approche de la fin, il sait vous dire ça oui, ça non. Il faut l'entendre. Par rapport aux archives, bien sûr, le film est un portrait de Marie-Lou, mais Marie-Lou est quelqu'un qui a une fantaisie extraordinaire. Elle sort vraiment de l'ordinaire par sa fantaisie. Et je voulais trouver une façon aussi cinématographique de répondre à sa fantaisie. Donc oui, j'ai utilisé des archives pour situer Marie-Lou dans le temps, dans l'histoire du théâtre, et puis pour résumer certaines situations. Et les archives sont des moments qui peut-être sont comme des petits tournants à chaque fois, parce que tout d'un coup, ça nous assied dans quelque chose de réel.
Et puis ce que j'ai filmé en prise réelle me permet par contre de vagabonder plus autour de ce qu'est le théâtre et le travail au théâtre. Marie-Lou, c'est l'histoire de l'engagement d'une vie. C'est une femme sur scène, c'est un dialogue autour du théâtre et autour de l'amour du travail, la fabrication, l'acteur. Ah, j'ai été très rapide. Alors, un plaisir nostalgique, peut-être La Talente. J'ai une tendresse infinie pour ce film, et qui est un film sur l'amour, qui se passe sur une péniche avec Michel Simon et un jeune couple qui se déchire. Enfin, c'est absolument une merveille ce film. Et je peux le voir et le revoir avec autant d'éblouissement. Un plaisir coupable. Je crois que j'ai pas beaucoup de plaisir coupable parce que j'aime trop regarder des films. Je sais pas pourquoi j'ai Hair qui me vient en tête, le film de Milos Forman. Peut-être parce que c'est un film dans lequel je me sens toujours absolument obligée de commencer à danser moi aussi, à m'imaginer marchant sur la table. Il me fait aussi autant chanter que rire et pleurer. Et c'est pas coupable du tout, c'est absolument une jubilation. Je piaffe intérieurement. Et un film de ma filmographie, comment est-ce que vous voulez que je ne parle pas de Marie-Lou avant tout? Et je l'accompagne en ce moment. Et c'est un film dont chaque étape m'a vraiment rendue immensément heureuse parce que j'ai l'impression, Marie-Lou passe son temps dans son travail à dire qu'elle cherche sa liberté. Et j'ai l'impression que ça a imprégné la fabrication de ce film, c'est-à-dire la recherche aussi d'une liberté aussi bien formelle que narrative. Et c'était, malgré les moments de doute qu'on traverse toujours et les moments d'inquiétude, c'était quand même absolument jubilatoire. Ne jamais perdre de vue pourquoi on veut faire un film et toujours savoir bien s'entourer pour s'appuyer sur l'expérience qu'une équipe vous apporte. Mais jamais, jamais oublier ce que soi-même on veut faire. Abonnez-vous pour écouter d'autres interviews qui, j'espère, vous rempliront de bonheur et de curiosité pour encore en voir d'autres.